Na, unterfordert? Wissbegierig? Nein. Doch. Oder findet der Chef, es wäre höchste Zeit? Dann versuch's mal damit. Weiterbildung an der ZHAW Life Sciences und Facility Management. Ja, und wo ist das? Hier, hier und hier. Heitere Fahne. Aber gibt's da auch etwas voraus? Und was bietet ihr konkret? Über 120 Weiterbildungsangebote zu Natur und Umwelt, Chemie und Biotechnologie, Immobilien und Facility Management, Digitalisierung und Data Science. Damit aus euren Daten mehr wird als eine lausige Excel-Tabelle. Lebensmittel und Getränke, Bildung und Kommunikation, Mikrobiologie und Labormanagement, Gesundheit und Gesellschaft. Ja, sehr breites Angebot. Aber ist es auch fundiert? MAS, DAS, CAS. Dann geht's aber steil auf. Ja, Hast du gehört, Gertrud? Ab mit mir auf Wedi. Kann man sich auch umschulen? wie wär's mit Makrozoobentos? Was? Kommt nicht in Frage. Sport. Und die Referenten? Über 150 Top-Professorinnen und Professoren sowie Dozierende aus Forschung und Wirtschaft. Damit die Arbeit wieder Spaß macht. Damit du den Anschluss nicht verpasst. Und ganz nebenbei eine vielversprechende Netzwerkschmiede. Ja. Denn Weiterbildung lohnt sich. Oha, beeindruckend, Gertrud. Aber was ist denn das? Das ist ein Karnivor. Karneval. Eben. Weiterbilden. Ja, herzlich willkommen, dieses Mal aus dem Videostudio. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue cette fois-ci depuis le studio d'enregistrement de Cellule. Comme vous l'avez vu, on commence un peu différemment que d'habitude. Il y a une meilleure météo chez nous que ces derniers jours. Je vous souhaite la bienvenue. Je m'appelle Stefanovic. Je suis chercheur à la ZAP de Cellule. Je travaille dans le groupe de recherche sur l'utilisation des plantes et les arbres urbains, les substrats.
Cette fois-ci, avec Sylvia, dans le cadre de ce webinaire et d'autres partenaires, nous avons mis au point cette rencontre. Donc, je suis chercheur et je dois créer du savoir au sens où je dois partager avec vous des connaissances d'une manière aussi intéressante que possible. C'est pourquoi nous avons organisé les prochains webinaires avec des prises de vue par drone et d'autres présentations très originales et des projets en ça devient très techie, mais pour ne pas nous perdre dans cette technique, j'aimerais immédiatement donner la parole à Sylvia pour savoir si cette introduction a bien fonctionné. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien et je vais me permettre maintenant de partager mon écran avec vous et j'aimerais aussi prononcer une petite introduction. Je vous souhaite également la bienvenue à ce webinaire. J'aimerais remercier sincèrement Stefan Stevanovic qui s'est porté volontaire pour me soutenir d'organiser un webinaire mensuel. À titre d'information, nous allons nous concentrer aujourd'hui sur les pluies intenses et les phénomènes de crue. Alors, pour ceux qui ne l'ont pas remarqué, surtout pour les francophones, vous avez accès à la traduction simultanée en choisissant en bas le symbole, en fait, l'icône de la planète. Et comme ça, vous avez la traduction, l'interprétation est simultanée. Je vous prie également de poser vos questions dans la boîte de dialogue et vous pouvez aussi juger, apprécier les questions prononcées par d'autres si vous les trouvez particulièrement intéressantes. Au cours de ce webinaire plus tard, nous allons lancer aussi un petit sondage. Nous vous sommes toujours reconnaissants de répondre à ces sondages pour pouvoir améliorer en permanence la qualité notamment de l'interprétation et simultanée et pour découvrir de nouvelles idées de sujets à aborder. Ces webinaires sont enregistrés. L'enregistrement a déjà été lancé dans les 2 langues. Et les derniers webinaires des 3 derniers mois se trouvent sur le lien qui est projeté à l'écran actuellement. Et sous format de PDF, toutes les présentations qui seront montrées aussi seront partagées via ce lien. Pour ceux qui n'ont pas participé au webinaire du début de l'année, vous pouvez les revoir, les réentendre de nouveau par le biais de ce lien. Et en guise d'autres informations, notre page d'information sera traduite en français. Vous pourrez donc en tout temps accéder directement à la page d'accueil donnant accès à ces webinaires aussi en français. À chaque webinaire, nous nous concentrons sur un sujet, le sol. D'autres aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'eau et de la préparation des villes éponges. Je vais d'abord donner la parole à Roman Broglie qui va nous parler des pluies torrentielles, nous expliquer de quoi il s'agit et quel est le lien avec le changement climatique. Ensuite, nous donnons la parole à Jonas Schleff. Nous avions interviewé au sujet du phénomène de l'événement assez désastreux qui est intervenu en 2017 à Azumfang. Troisièmement, nous donnons la parole à Daniel Baumgartner de Beta Tech qui nous montrera que la stratégie de gestion des eaux parmi certaines communes
afin d'intégrer une approche d'intégration des eaux pluviales dans tout développement urbain. Et pour finir, Sabrina Burkhardt, étudiante à la ZAP, nous parlera de son travail de bachelor à la H-Strasse de Berne, familiarisera avec une combinaison de certaines mesures à prendre. Stéphane, je te cède la parole pour présenter Roman Broglie. Ensuite, nous verrons l'écran aussi de Roman. Merci beaucoup, Sylvia. Alors, personnellement, je n'aime pas quand il fait froid, je préfère quand il fait chaud. Et à l'avenir, donc, on va nous dire si on pourra mettre le nez dehors que muni d'un canot plastique. Roman Broglie a travaillé à la télévision suisse alémanique, mais il a étudié la météorologie. Il va nous en dire plus sur ce qui nous attend avec la météo de demain. Merci beaucoup. Donc, je m'appelle Roman Broglie, je travaille à la SRF Météo. C'est pas Météo Suisse, c'est pas tout à fait la même chose. Nous sommes les météorologues de la radio et télévision suisse. Mais par le passé, j'ai travaillé comme chercheur sur le climat et la météo. C'est pourquoi on m'invite de temps en temps pour parler de ces sujets. À présent, j'aimerais vous dire ce qu'on entend par pluie torrentielle, comment elles naissent et quels changements nous pouvons anticiper au fur et à mesure que le climat se réchauffe. Alors, la première grande question est de savoir en fait ce que sont les catastrophes. Max Frisch a dit les catastrophes sont connues seules de l'être humain, pour autant qu'il les survive, car la nature ne connaît pas de catastrophes. Alors, les catastrophes ne sont jamais des catastrophes naturelles, c'est une perception personnelle de ce qu'est une catastrophe, mais ça peut bien sûr démolir nos infrastructures. Dans ce sens-là, c'est vraiment une catastrophe, mais en principe, la définition est personnelle de ce qu'est une catastrophe naturelle. Elle peut même varier d'une personne à l'autre. Personnellement, quand je dois porter des pantalons imperméables pour faire du vélo, c'est déjà grave, mais quelqu'un d'autre aura une autre définition. Bien sûr, on peut faire des pronostics en tant que météorologue, et donc là, on se sert de certains critères. En principe, on peut dire que les pluies intenses, normalement, sont définies au sens que de telles pluies peuvent causer des problèmes. Il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des sinistres que devront couvrir des compagnies d'assurance, par exemple. Il y a quand même quelques règles que nous utilisons dans la météorologie pour définir les pluies intenses. Dans ce tableau, vous voyez des durées et les pluviométries en millimètres que nous utilisons comme seuil pour définir en fait ce que sont les pluies intenses conformément à ce qu'avait proposé Egli et Weichert. Peut-être que ces chiffres ne sont pas parlants pour vous, mais 16 mm en 60 minutes, ça, c'est vraiment quelque chose que je connais par cœur. C'est ce à partir duquel les canalisations sont dépassées en Suisse et où l'eau ne peut plus s'écouler. Comme vous l'avez déjà entendu, bien sûr, ça dépend beaucoup du bâti, du milieu bâti.
de la qualité du sol, bien sûr, hein, mais ce que montre aussi ce tableau à droite, c'est le record de pluie mesuré en Suisse en 10 minutes ou en 60 minutes, parce que ce sont les durées les plus fréquemment enregistrées. Et vous voyez que ce sont 2 exemples, mais il y a des phénomènes très, très fréquents de pluie intense. On peut déjà avoir, par exemple, 41 millimètres en seulement 10 minutes. C'était à Lausanne en 2018. Quand 16 millimètres tombent en 60 minutes, hein, c'est déjà des pluies intenses, mais à Locarno, on a déjà eu 91,2 millimètres. Ça fait à peu près 1 litre hein, par mètre carré. Si on prend par exemple les 7 millimètres, c'est 7 litres d'eau qu'on déverserait sur 1 mètre carré pour avoir un petit peu un moyen de comparer. Sur cette image, vous voyez, on va parler des 41 millimètres tombés à Lausanne. Eh bien, c'est une photo prise après ces 10 minutes de pluie extrêmement intense, de ces pluies torrentielles. Ce parking avait été complètement inondé. Le conducteur a l'air un petit peu surpris, dépassé. Il y a d'autres images qui sont devenues célèbres. Une vidéo dans la gare de Lausanne montrait un escalator qui était complètement sous l'eau. Après ce phénomène extrêmement court, mais extrêmement intense. Regardons à présent comment ces événements de pluie torrentielle sont répartis en Suisse. Vous voyez ici une carte qui montre la période de retour sur 10 ans des précipitations, la récurrence. Donc, c'est combien de précipitations peuvent tomber pendant 1 heure tous les 10 ans. On a vu que c'est en 1 heure, donc on estime que 16 millimètres, ça correspond déjà à des pluies intenses. Et sur cette carte, vous voyez bien qu'on peut anticiper, qu'on doit anticiper de telles pluies intenses partout dans notre pays. Bien sûr, ça varie d'une région à l'autre, hein, dans les Alpes, dans le Valais ou en Agadine. Les phénomènes sont plus rares. On anticipe une fois seulement tous les 10 ans. Et pour les régions basses, on doit anticiper vraiment hein, tous les 10 ans des événements équivalents à ces 41 millimètres. Hein, mais autour de Locarno, par exemple, on a eu presque 100 millimètres. Et il faut bien dire que c'est dans la région du Tessin où il pleut de manière plus violente et intense d'habitude. Et c'est un événement presque normal au Tessin. Nord des Alpes, ce serait complètement surprenant. Donc, il y a des différences d'une région à l'autre. On parle donc de précipitations intenses en très peu de temps, ce dont nous parlons pendant ce webinaire. Toutefois, il y a un second type de précipitation qu'on peut qualifier de pluie torrentielle.
il s'agit de pluies intensives, mais sur la durée. Et ça signifie que c'est un phénomène qui dure plus d'une heure. Et dans ces exemples, vous voyez les volumes d'eau qui peuvent tomber en une journée, 24 heures. Et comparé à la carte d'avant, eh bien, l'image est assez différente. Et ici, on voit bien que dans les milieux très bâtis, ces phénomènes sont moins importants que les événements orageux très rapides très réduite. Dans le second cas, c'est dans les montagnes, là où l'humidité augmente, que la précipitations qui ne sont pas torrentielles sur une heure, mais qui, lorsqu'elles durent, peuvent provoquer des glissements de terrain, des crues importantes dans les cours d'eau. Donc ça, c'est le graphique équivalent à l'image précédente. Vous voyez ici les précipitations anticipées sur une journée, cette fois, tous les 10 ans. Et au niveau des 100 millimètres au nord des Alpes et dès qu'il y a des montagnes ou même au sud, le phénomène s'accentue considérablement. Voilà pour la première partie de mon exposé. Maintenant, j'aimerais vous expliquer comment se produisent les pluies intenses. En Suisse, les pluies intenses, c'est-à-dire beaucoup de pluie en très peu de temps, interviennent toujours avec ce nuage orageux que l'on appelle le cumulonimbus, où que la pluie apparaisse dans un nuage. Il faut une certaine altitude et il s'étend donc sur 11 kilomètres à une forte altitude. Mais bien sûr, les nuages peuvent devenir encore beaucoup plus grands, sont alors difficiles à photographier. Et ce qui est caractéristique, est cette forme large en haut, ensuite qui rétrécit au milieu, un petit peu comme un champignon ou un entonnoir. Il y a par exemple, je veux dire que c'est la forme d'une enclume, ce qu'utilisaient les forgerons. C'est un peu comme ça qu'on peut décrire ces nuages. Alors, quelques éléments de théorie à présent. Comment est-ce qu'un tel orage, un tel nuage ou un orage apparaissent? Bien, vous voyez sur ce graphique ABC, c'est le développement à travers le temps d'un tel orage avec le début, ça commence comme ça. Ensuite, là, le moment où le nuage est le plus grand et ensuite, lorsqu'il s'effondre sous forme d'orage. Qu'est-il nécessaire pour faire naître un tel orage? Eh bien, c'est l'atmosphère instable. L'atmosphère est instable lorsque en haut elle est plus froide et il est plus chaud en bas. C'est là que ces orages interviennent et c'est donc typique de l'été, puisque la couche terrestre est plus chaude, tandis que pendant l'hiver, l'atmosphère est plus stable, il fait froid en bas et chaud en haut, il y a moins d'orages en hiver. Il y a donc cet air chaud et quand elle commence à monter, il y a la fameuse limite des 0 degrés. Quand un nuage est encore petit et ne pleut pas de 0 degrés, il pleut pas à partir de nuages parce qu'il faut toujours une présence de glace pour qu'il puisse pleuvoir. Ensuite, ici, vous voyez l'altitude en kilomètres, ça va jusqu'à 12 kilomètres. Un nuage peut pas
monter au-delà parce qu'il y a une limite, mais jusqu'à cette hauteur, l'air chaud peut monter et alors la glace contenue dans ce nuage, l'eau, s'attache à cette glace dans un premier stade. Il y a des grêlons qui se forment, qui vont tomber parce qu'ils sont trop lourds pour être portés par l'air chaud, ils tombent par terre, ils vont fondre. Entre-temps, quand on est autour de 0 degré, ils tombent sous forme de pluie quand ils atteignent la terre. Et tel orage, en fait, va se terminer parce qu'il va porter de l'air froid sur la terre. Et c'est typique d'un orage d'été. Il rafraîchit très très rapidement l'atmosphère, l'ambiance, et c'est pourquoi le phénomène en fait cesse de s'auto-entretenir et il s'arrête. C'est pourquoi sont de brève durée. Donc normalement, ce nuage d'orage s'effondre. Ça c'est normalement, comme je l'ai dit. Et ce qui est décisif de ce graphique, mais c'est un peu difficile à voir parce que c'est très petit, c'est en fait cette flèche surmontée d'un S. S veut dire shear en anglais, mais c'est en fait l'équivalent d'un vent en altitude. Ici, il y a un vent très fort en altitude et en présence d'un tel vent, le nuage, cette cellule atmosphérique commence à se déplacer et la grande partie de l'air froid sort et l'air chaud qui n'est pas à proximité de cette cellule orageuse va commencer à multiplier les autres cellules orageuses et lesquelles peuvent survivre pendant très longtemps et provoquer un orage après l'autre qui peuvent donner des orages extrêmement importants couvrant de larges, vastes régions et qui gagnent en puissance en plus. Comme vous le voyez, l'énergie augmente dans cette cellule orageuse et va éclater. On peut dire que ces deux types de cellules orageuses peuvent donner des pluies torrentielles, mais une cellule orageuse normale, s'il n'y a pas de vent en altitude, la cellule va rester localisée là. Il peut alors y avoir des pluies torrentielles, des pluies en fait pendant un certain temps. Pendant les orages plus violents, il y a justement du vent et la plupart du temps de la grêle également, ce qui donne plus de sinistres, de dommages. Parce que s'il n'y a pas de vent d'altitude, la situation est relativement stable et on peut anticiper normalement moins de dommages et les météorologues vont lancer moins d'alertes. Quand la probabilité augmente, c'est en présence justement de bourrasques et de grêle. Encore une dernière chose, en matière de météorologie, il y a des alertes. C'est assez difficile de les formuler parce que tout pronostic, toute prévision est difficile par définition. Et on peut anticiper un potentiel, c'est-à-dire un risque d'orage, mais il est difficile de dire où
interviendra très exactement l'orage en question. Ensuite, alors on va faire des alertes dans des régions où il ne va peut-être quand même pas pleuvoir, mais où l'atmosphère est très instable. Et il y a 3 niveaux d'alerte, jaune, orange ou rouge. Plus c'est rouge, plus c'est dangereux. Et ces alertes sont automatiquement lancées conformément à un système de radar météorologique qui surveille le phénomène en permanence, et l'alerte est lancée automatiquement et qu'on détecte un orage, mais cela ne peut être fiable le qu'à très court terme, c'est-à-dire peut-être quelques minutes avant que l'orage n'éclate. Et puis, les 2 types que j'ai décrits, les pluies intenses, s'il n'y a pas de vent en hauteur, ou bien l'orage accompagné de grêle ou de rafales d'ouragan. Au niveau 3, il y a des risques vitaux, et quand on voit de telles cellules orageuses, on voit aussi sur le radar que l'orage s'accompagnera de grêle à gros grêlons. Maintenant, j'aimerais parler du changement climatique. J'ai un petit peu dépassé le temps qui m'était imparti. Alors, quel rapport entre pluie intense et changement climatique? Vous voyez sur cette image les pluies. C'est pas un graphique très exact, mais vous voyez l'évolution des pluies intenses avec le changement climatique. Vous voyez les pluies moyennes et les événements intenses ou extrêmes de précipitations. Donc en bleu, c'est une augmentation des précipitations, et en brun, plus c'est brun, plus c'est une diminution. Avec des précipitations moyennes dans ces régions-là, parfois les précipitations vont augmenter ou vont réduire, mais pratiquement partout dans le monde entier, il y a une augmentation. Donc, pour résumer, on peut dire qu'avec le changement climatique, il y aura de plus en plus de pluies intenses partout. Cela a déjà été observé en juste un graphique fédéral, sont des observations réelles en Suisse. On voit que pour les pluies intenses, au fil du dernier siècle, c'est un phénomène qui a progressé de 12%. Il est beaucoup plus fréquent. Au milieu, vous voyez aussi le réchauffement en Suisse depuis le début de l'ère industrielle. On en est à 2,5 de réchauffement, et ça pourrait encore augmenter. Alors, ce n'est pas un hasard parce qu'il y a une loi de la physique très claire qui a été déterminée que par augmentation d'1 degré, et il y a des pluies intenses, 7% en fait plus prononcées, parce que l'humidité augmente avec le changement climatique, le réchauffement climatique. Cette humidité va se transformer en pluie. 7% de plus par degré en plus correspond à toute l'humidité supplémentaire. On peut regarder des modélisations climatiques et on se rend compte que les pluies torrentielles peuvent se produire d'abord tous les 10 ans, ou bien tous les 15 ans, mais on arrive très vite à 7% de probabilité en plus quand la température augmente d'1 degré, et ça peut augmenter de 28% avec 1 degré en plus. Voilà, pour
Chette. Mais il faut dire que 3 degrés, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut penser être réaliste comme augmentation de la température. Et ça signifie une intensification des pluies torrentielles dépassant les 20%. C'était déjà extrêmement intense. Alors, si vous voyez ce que ça a représenté à Lausanne, pour Lausanne, vous vous souvenez l'image de la voiture, c'est 20, et disons que ce serait 20% encore plus haut, le niveau de l'eau, ça représente vraiment des très, très grands problèmes pour les infrastructures. Et en plus, les 3 degrés de plus, ça c'est une moyenne mondiale. En Suisse, il s'agira peut-être plutôt de 4 ou 4,5. Wahrscheinlich nicht mehr genug Zeit haben, weil wir machen als nächstes dann weiter mit einem Video aus Zofingen. Das zeigt eben auch so ein Starkregenereignis in der Schweiz. Ich glaube, es war Donc, ça montre aussi un événement, je crois que c'était en 2017, si je me souviens bien, donc un événement extrême. Donc, c'était un seul orage. En l'espace de 3 heures, on a eu 80 mm, ce qui a conduit à des inondations à certains endroits qui étaient considérés comme sûrs auparavant. Là, vous voyez un passage souterrain qui est totalement inondé d'ailleurs. Et donc là, on avait une alarme niveau 2 avec un orage qui s'est produit très rapidement avec aussi de la grêle. Et probablement, on aurait dû faire un niveau 3 parce que c'était finalement un orage centenaire. Donc, c'était un orage d'une telle intensité, on le vit qu'une fois tous les 100 ans. Donc, j'ai regardé quelques cartes météorologiques quand j'ai préparé ça. Vous avez cet index de soulèvement. Donc, ça mesure la stabilité de l'atmosphère. Et en Suisse, ce jour-là, on était à des valeurs de -5 à -9. Et là, vous voyez le tableau, et ça, c'est une formation interne qui nous a proposé cette carte-là. Mais vous voyez qu'à partir du niveau -5, on s'attend à de très forts orages. Si c'était plat, il pourrait même avoir des tornades. Et là, vous voyez en dessous, il n'y a plus que des blagues un tout petit peu, donc déménager en Alaska ou au revoir la vie. Voilà la fin de ma présentation et j'espère que j'aurai le temps de répondre à quelques-unes de vos questions. Super, merci beaucoup pour cette contribution passionnante. J'espère que nous n'aurons pas un au revoir la vie à l'avenir en raison de la pluie. Mais ma question pour commencer serait quand même la suivante. Tu as parlé de ces scénarios de fortes précipitations et j'imagine qu'il ne faut pas s'attendre à en avoir tout le temps. Mais de ton point de vue, qu'est-ce que tu penses? Quelle est la certitude que ces scénarios se produisent? Est-ce qu'il faut déjà mettre en place des mesures de protection en cas d'événements centenaires? Donc, tu as parlé d'une croissance de 20%. Ou alors, est-ce que ce sont des événements qui ne sont pas si probables que ça, finalement? Ça, il faut pondérer un peu les risques. Moi, je dirais quand même qu'il faut dimensionner les choses de cette manière-là. Les plus 20%, je pense qu'il faut quand même s'y attendre un tout petit peu. Mais tu as vu les statistiques, c'était quand même des événements qui se produisent une fois tous les 50 ans, tous les 10 ans ou tous les 50 ans, selon les événements dont on parlait. Donc, c'est une question de planification. Est-ce qu'il vaut mieux peut-être faire le ménage après coup quand il y a quelque chose comme ça, ou est-ce qu'on doit vraiment s'y préparer? Mais il est clair que ces événements-là vont se multiplier, vont être plus fréquents, on le voit déjà. Parce que, comme je l'ai dit, plus il y a de l'eau et plus la chaleur augmente, plus ces événements sont probables. Maintenant, nous avons plus parlé des fortes pluies, des événements vraiment de pluie très intenses. Est-ce qu'on peut parler de l'inverse? Donc, il y a ces événements avec beaucoup de précipitations, mais il y a aussi des
des périodes de sécheresse qui devraient s'allonger. Est-ce qu'on peut déjà en parler un tout petit peu de ce à quoi il faut s'attendre dans ce domaine-là? Oui, en Suisse, il est vrai, je vais encore partager mon écran. En Suisse, nous avons vraiment une combinaison un peu malheureuse. Vous le voyez sur ce graphisme-là. Là, vous voyez les précipitations, l'intensité de précipitations pour l'espace alpin. Et puis là, le changement climatique. Bon, c'est un scénario extrême, mais c'est quand même quelque chose que nous constatons de manière générale. Quand il y a de moins en moins de précipitations faibles et de plus en plus de précipitations fortes. Donc, la fréquence va, selon les modèles climatiques, vraiment changer. La plupart du temps, on s'attend à des phases de sécheresse plus longues, mais en même temps, quand il y a des précipitations, les précipitations sont beaucoup plus intenses. Et au niveau physiologique, ça a du sens physique. Donc, avant que la pluie tombe, c'est un peu moins. On absorbe moins d'humidité, mais en revanche, une fois qu'il pleut, il pleut plus. Alors, très intéressant. Est-ce qu'il y a encore des questions dans notre chat? Stéphane, il y a une question qui a été posée dans le chat. Je vais la lire rapidement. Pour certaines applications, la structure des précipitations est importante. Donc, la répartition détaillée de ces flux. Et puis aussi, les différentes mesures desquelles on peut conclure ce scénario date des années 1960. Est-ce qu'on peut moderniser cela? Est-ce qu'on peut prognostiquer les nouvelles valeurs clés pour l'avenir? J'espère que j'ai bien compris la question. La structure, si j'ai bien compris, vous parlez de la répartition des pluies fortes sur toute la Suisse. C'est-à-dire où est-ce qu'on va avoir plus fréquemment des fortes pluies et où est-ce que cela se produit moins fréquemment? Est-ce que ces systèmes, on pourrait les adapter? Donc, si la question porte vraiment sur la structure de la Suisse, je ne sais pas exactement pourquoi ils parlent des valeurs de 1960, mais c'est sûr que là, on pourrait mettre à jour si c'est le cas. Mais c'est plutôt le relief qui est déterminant en Suisse. C'est ça qui est décisif dans les Préalpes, dans le Jura, etc. Ça ne changera pas. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou si la question était pas celle-là. Je vais accorder la parole à Monsieur Egli, comme ça il pourra peut-être préciser sa question. Monsieur Egli, vous pouvez peut-être allumer votre microphone pour nous poser la question en direct. Er meint da eher die lokale Struktur. C'est plutôt la structure locale, le millimétrage par seconde, c'est ça? Oui, ça risque de changer également. Avec le Clausius-Crépron, cette loi-là, il faut s'attendre à ce que par degré d'augmentation, on va à une augmentation de 7% aussi par minute. Mais si ces statistiques datent des années 1960, en effet, il faudrait les adapter. Et je trouve que pour les pluies intenses, c'est facile. On peut avoir donc cette règle des 7% par degré. Là, il suffit de calculer la différence de température ou l'augmentation de température depuis les années 1960. Apparemment, il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, si vous en avez d'autres plus tard, vous pouvez les poser par chat ou alors même après le séminaire par écrit, par email. Alors, tu peux continuer, Stéphane. Merci beaucoup pour cette contribution, pour cette présentation. C'était extrêmement intéressant de voir quelle était la situation de départ de cette situation. Alors, nous avons un programme un tout petit peu chargé, donc je vais tout de suite continuer
Sylvia et moi-même, nous étions à Zofinge il y a 2 semaines avec Jonas Stöckli de la commune de Zofinge et nous avons donc regardé la situation sur place, à quoi cela ressemble aujourd'hui et à quoi cela ressemblait auparavant. Malheureusement, Jonas Stöckli n'a pas eu le temps de venir dans le studio personnellement, donc nous avons tout enregistré. Nous sommes donc rendus à Zofinge. Nous avons tout filmé, nous avons enregistré une vidéo que nous allons vous montrer. Vous allez vous rendre compte qu'il y avait beaucoup de vent, on avait quelques problèmes techniques avec le microphone, mais on a quand même filmé des jolis paysages en arrière-plan qui ressemblent presque à du Windows XP. Alors, aujourd'hui, je souhaite la bienvenue à Jonas Stöckli. Il est chef de projet génie civil et planification à la commune de Zofinge. Donc, nous nous trouvons à Zofinge, à proximité du Ried Talbach, que vous voyez ici en arrière-plan. Comme vous le savez, Zofinge a connu un épisode de forte pluie en 2017 qui a provoqué des dégâts importants. Alors, Jonas, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce qui s'est passé lors de cet événement? Et aussi, quelles ont été les conséquences? Donc, nous avons connu un épisode de forte pluie pendant 3 heures. Cela nous a apporté une bonne dizaine de centimètres de pluie. Et puis, finalement, cette eau a fait de très, très gros dégâts à Zofinge. Au début de cet événement, nous avons d'ailleurs également eu de fortes chutes de graines, ce qui a entraîné le détachement de beaucoup de branches et de feuilles d'arbres qui ont par la suite bouché toutes les grilles d'entrée du système de drainage des rues. Alors, en raison de ces grandes quantités d'eau, il y a des sédiments qui se sont détachés des ruisseaux. Et ces sédiments ont ensuite obstrué les grilles d'entrée des canalisations et finalement, l'eau ne s'est écoulée ni dans la canalisation ni dans les ruisseaux, mais a tout simplement traversé les zones construites, les zones d'habitation. Par la suite, cela a entraîné des coupures de courant. Les pompes de vidange du collecteur régional d'évacuation des lots sont également tombées en panne et nous nous sommes retrouvés avec plus ou moins de terre sous l'eau à Zofinge. Alors, tu as très bien décrit la situation, mais est-ce que tu peux nous décrire pour ce site spécifique avec le Ried Talbach, nous allons voir une vidéo tout à l'heure, mais est-ce que tu peux nous dire quel a été le problème de cet événement ici précisément? Oui, là, nous avions une mise sous terre d'environ 50 mètres de long qui partait d'ici, de là derrière, et qui traversait la route de l'autre côté. L'ouvrage d'entrée avec un HQ100 était suffisamment bon et grand, mais la grille s'est très rapidement obstruée. Et l'eau n'a pas pu retrouver son chemin dans le lit du ruisseau et s'est finalement écoulée sur la route ici, donc sortie du lit. Alors, est-ce que suite à cet événement, vous avez pris des mesures immédiates ou peut-être aussi des mesures à court terme qui ont été mises en place dans les premières années qui ont suivi pour réduire d'éventuels dégâts sur les nouvelles conduites? Oui, on a très rapidement mis en place une mesure, c'est-à-dire nous avons coupé un barreau sur 2 des grilles d'évacuation des eaux, donc qui était finalement trop étroite afin de réduire le risque d'embâcle. Et bien sûr, nous avons également intensifié les contrôles ou les rondes de contrôle du service d'entretien et des pompiers, notamment avec les orages. C'est d'ailleurs quelque chose que nous continuons à renforcer jusqu'à aujourd'hui par rapport à avant l'événement. Et bien sûr, très rapidement, nous avons essayé d'analyser ce qui s'était vraiment passé. Nous avons évalué les données des sinistres. Nous avons par la suite tenté d'en déduire des mesures isolées qui ont été mises en œuvre notamment ici et qui sont encore en cours de planification. Alors, peux-tu nous expliquer quelles mesures ont été mises en place ici? Tu avais parlé tout à l'heure d'une mise sous terre d'environ 50 mètres et quand je regarde ici,
cela se présente bien différemment. Alors, quel était le sens et le but de ces mesures et comment vous avez procédé précisément? Le point le plus important est certainement le fait qu'il n'y ait plus de grille devant un cours d'eau mis sous terre, mais il y a tout simplement un pont avec un large profil d'écoulement. Donc, le risque d'embâcle est maintenant beaucoup plus faible qu'avant. C'est certainement le point le plus important. Là, en arrière-plan, vous voyez qu'il y a également d'autres pentes et des situations de pente où l'eau s'écoule superficiellement de la forêt sur la route. Et donc, nous avons réaménagé la pente de la route de manière à ce que l'eau de surface retrouve son chemin vers le ruisseau avant d'entrer dans les zones d'habitation et puisse continuer à s'écouler sur la route. Alors, quand je regarde ici, ça a l'air aussi tout à fait renaturé. Alors, quelles autres synergies avez-vous pu utiliser lors de la réalisation de ce projet, en plus de la protection contre l'écoulement de surface? C'est bien sûr aussi une revalorisation du cours d'eau. Nous avons maintenant un accès au ruisseau pour le public, ce que nous n'avions pas trop avant à Sofingue, et la population, en particulier les familles avec les enfants, apprécient beaucoup cet accès, et puis aussi l'arbre qui va donner de l'ombre à l'avenir. Et nous avons pu également revaloriser l'espace vert public dans le cadre de cette protection contre les inondations. D'un point de vue écologique, il y a la connectivité longitudinale de ce ruisseau qui est également établie, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et nous avons également essayé d'aménager la renaturisation de manière la plus écologique possible. Oui, peut-être pour compléter, la partie du ruisseau qui est mise sous terre, finalement, qui existe encore sous le pont, est un lit naturel pour cette connectivité longitudinale. De l'autre côté, nous voyons que le cours d'eau mis à ciel ouvert coule à travers un terrain privé. Alors, quelles ont été les difficultés ou les facteurs de réussite de la collaboration, notamment avec ces propriétaires fonciers? Alors, avec la mise à ciel ouvert du ruisseau, nous avons fait une sorte de tranchée de brèche à travers le terrain de ce propriétaire foncier. Cela n'aurait probablement pas plu à tout le monde. Mais dès le début du projet, nous avons tout simplement abordé les personnes concernées. Nous leur avons parlé du projet et heureusement, elles étaient plutôt bien disposées et elles se sont réjouies de la revalorisation du ruisseau devant leur propriété. Nous avons développé le projet avec ces personnes, les personnes concernées, et nous avons ainsi pu entièrement déterrer le ruisseau dans leur propriété. Pour cela, nous avons, aux frais de la ville du canton, construit un pont d'un côté de la parcelle à l'autre. Ce pont appartient désormais à ces particuliers et la ville et le canton n'ont plus rien à voir avec ce pont maintenant. Mais c'était certainement important d'impliquer les personnes dès le début. Mais finalement, c'était vraiment une chance que les gens soient favorables au projet dès le début. Alors, quels sont les autres facteurs de réussite ou peut-être aussi les obstacles que tu as rencontrés en interne dans la collaboration entre les différents services spécialisés? Alors, à Sofingue, nous sommes une petite administration. Alors, nous faisons partie du domaine génie civil et planification. Donc, ce service des ponts et chaussées s'occupe de la construction des routes, la gestion des eaux, des cours d'eau, des eaux usées. Et nous avons pu concevoir ce projet plus ou moins seul. Bon, après, nous avons fait appel au service nature et paysage, notamment pour la renaturisation. Mais nous avons finalement pu développer ce projet en interne de manière simple, sans trop d'interface. Mais y a-t-il d'autres difficultés? Tu as dit en interne, ça s'est plutôt bien passé parce que
vous avez l'avantage que cela concerne principalement un office. C'est peut-être plus difficile pour les plus grandes communes. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres interactions, interfaces, notamment avec les planificateurs, qui ont posé problème? Alors, nous avons travaillé avec un grand bureau d'ingénieurs très compétent et nous avions bien planifié le projet. Après, le défi consistait à bomber un peu cette route pour que les eaux de ruissellement ne s'écoulent pas par les zones d'habitation. Après, ce bureau a confié en interne le projet aux constructeurs de routes qui ont par la suite essayé d'aplanir un tout petit peu notre beau bombage. Donc, il faut toujours bien suivre le projet, il faut souligner aussi les points qui sont vraiment importants. Mais dans l'ensemble, tout s'est plutôt bien passé. Alors, en résumé, tu dirais que cela a bien fonctionné, mais il faut toujours quelqu'un qui accompagne le projet de A à Z, donc de la première idée jusqu'à la mise en œuvre et qui contrôle aussi que tous les points importants qui ont été définis soient pris en compte et mis en œuvre de manière adaptée. Alors, nous nous sommes maintenant beaucoup concentrés sur le projet en lui-même, mais l'événement en lui-même, qu'est-ce qu'il a changé en interne, dans la planification au sein de vos autorités? Bien sûr que les thématiques des fortes pluies, de l'infiltration des eaux, des crues, etc., nous tenons beaucoup plus compte de cela qu'auparavant. Et aussi au sein de la population, ces sujets sont beaucoup plus présents, notamment près des politiques, et on s'attend à ce que nous réfléchissions de cette manière-là en conséquence. Cela fonctionne plutôt bien, mais nous remarquons toujours que lorsqu'il y a des planificateurs externes, que ce soit pour des projets privés ou publics, et quand ces planificateurs externes mettent en œuvre les choses, nous devons très souvent signaler certaines problématiques dont il faut tenir compte. Mais en fait, c'est devenu assez évident, assez naturel. Mais pour les gens qui viennent, qui sont nouveaux et qui font des nouveaux projets à Tsofing, il faut toujours leur rappeler les choses. Alors pour les projets un peu plus anciens qui avaient été déjà planifiés depuis de nombreuses années, là c'est un peu plus difficile d'exercer une influence. Alors pour les nouveaux projets, on essaye dès le départ de penser l'évacuation des eaux où on exige qu'elle soit prise en compte et à ce moment-là, ça fonctionne plutôt bien. Tu m'avais dit au préalable que vous commenciez maintenant à élaborer une stratégie de gestion des eaux pluviales avec une stratégie municipale de gestion des eaux. C'est l'un des outils que l'OFEV préconise dans le rapport L'eau de pluie dans les zones urbaines en 2022. Et donc, c'est le prochain outil qui sera ancré réellement, cette eau de pluie au niveau de l'aménagement du territoire. En tant que commune, qu'attendez-vous de cette stratégie? Comme je l'ai dit, nous sommes très libres. Le canton a finalement initié ce projet et nous a invités, nous, Tsofing et puis 3 autres communes, de participer à ce projet. Alors tout d'abord, c'est super d'avoir un second avis, un deuxième point de vue sur les choses. Et ça, c'est déjà extrêmement précieux et utile. Même si on essaie de toujours travailler avec des bureaux d'ingénieurs. Mais dans le cadre de la stratégie de la gestion des eaux pluviales, les personnes concernées peuvent se faire une idée beaucoup plus précise de la situation à Tsofing. Donc ça, c'est vraiment très utile. Et la deuxième chose, c'est que je pense qu'il faut voir un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on essaye de développer des mesures un peu plus lointaines sur une plus longue période et qu'on va finalement envisager d'autres solutions, notamment des solutions à long terme, des solutions que nous avions peut-être tout simplement pas envisagées ou jusqu'à présent ou que nous n'avons pas osé imaginer jusqu'à présent.
Et justement, les aspects de l'aménagement du territoire, là, nous ne sommes pas encore allés jusqu'à envisager explicitement des mesures d'aménagement du territoire depuis les inondations. Chez nous, il y a encore le plan général d'évacuation des eaux de la deuxième génération qui est en cours. Il y aura certainement encore des choses qui vont changer en matière d'aménagement. Merci beaucoup, Jonas, pour cet entretien et ton analyse. Et peut-être pour conclure, quel est le message, selon toi, qu'il faut retenir en cas de forte pluie? En partant de ton expérience. Par rapport au ruisseau ici, comme je l'ai dit, nous avions cet ouvrage d'entrée donc qui aurait dû permettre d'évacuer un HQ 100 avec une bonne grille d'entrée qui aurait dû pouvoir absorber le bois flottant, et malgré tout, la grille d'entrée s'est obstruée. Donc, mon analyse est qu'une grille d'entrée présente toujours un risque d'embâcle. Et nous essayons de vraiment toujours tenir compte de cela. Que se passe-t-il lorsqu'une grille d'entrée se bouche? Où est-ce que l'eau va s'écouler? Il faut y tenir compte dès le départ. Donc, des mesures en superficie devant l'ouvrage d'entrée, c'est ça? Alors, nous nous trouvons ici à la Südstraße à Zofingen, devant le parking de vélo de la piscine. Donc, c'est ce pré-là, cette prairie-là. Alors, ici, nous avions un projet d'assainissement des conduites d'approvisionnement et d'évacuation. Ce projet a été mis en œuvre peu après les inondations en 2017 et nous avons eu l'idée du côté de la ville de ne plus déverser l'évacuation des eaux de la route dans la canalisation d'eau mixte, mais plutôt dans cette prairie. Alors cette prairie était auparavant jusqu'à un demi-mètre plus haute qu'à l'état actuel. Et dans le cadre de ce projet, cette prairie a été finalement enlevée et réaménagée à l'arrière en forme de cuvette afin que l'eau de pluie puisse s'infiltrer ici. Il y a eu également un assainissement des conduites à l'arrière, derrière, avec cette clôture, le long de cette clôture. Avant, il y avait une route de 5 mètres de large et nous nous sommes demandé si cette route était nécessaire. Nous avons demandé un peu à partout, un peu à tout le monde et personne ne voulait garder cette route. Et donc, nous avons pu la déconstruire et ne laisser qu'un petit chemin piétonnier avec un revêtement en gravier, donc tout le long de cette clôture-là. Cela a permis de désimperméabiliser une grande surface, mais en même temps, nous avons pu réaliser des économies. Parce que dans le cadre de ces travaux d'assainissement, il aurait fallu à nouveau poser de l'asphalte et on a pu renoncer à cela. Alors ici, nous sommes au Eisengrubenweg à Zofingen. C'est une rue de 350 mètres de long. Auparavant, elle avait une largeur de chaussée de 7,2 mètres pour la circulation. Et dans le cadre de travaux d'assainissement, la chaussée a été rétrécie au profit d'une bande verte. Donc la bande verte ici a une largeur minimale de 2 mètres et les eaux usées de la route sont désormais dirigées vers cette bande verte et peuvent s'y infiltrer. Donc dans cette partie verte, nous allons planter également des arbres, ce qui permet de valoriser la route et puis aussi faire de l'ombre les jours de canicule. Avant, cette route avait un dévers en toit. Maintenant, elle a un dévers unilatéral à pente unique. Finalement, cette transformation a été un peu plus exigeante et compliquée que nous l'avions imaginé au départ, notamment parce que nous avons mené des travaux de construction de la route et d'assainissement sous circulation. Nous avons d'abord construit un côté de la route, nous avons abaissé la route, et puis ensuite, bien sûr, un côté de la route était plus bas que l'autre, et ces passages devaient ensuite être adaptés à l'aide de rampes.
Donc cela a pris beaucoup de temps et c'était un peu coûteux quand même. Alors la prochaine étape consiste à ensemencer cette bande verte avec du gazon fleuri et à poser le revêtement de la route probablement fin avril. Comme ça, l'eau de la route pourra alors s'écouler sans obstacle dans cette bande verte. Alors les riverains sont très heureux de ce nouvel élément vert avec les arbres. Mais il y a eu au départ aussi des réserves, parce que finalement l'espace de la circulation consacré à la circulation sera un peu plus étroit et les rencontres entre usagers de la route devront se faire dans un espace plus restreint. Donc je pense qu'il faut un temps d'adaptation. Mais je pense que tout le monde va s'habituer à cette nouvelle situation assez rapidement. En principe, nous recevons toujours un écho largement positif lorsque nous planifions de nouveaux arbres. Cela a été le cas pour tous les projets. C'est vraiment toujours très, très bien accueilli. Beaucoup de questions à poser à Jonas Stöckli au sujet de ce projet ou en général sur toutes les mesures qui ont été prises. Vous pouvez les poser sous questions-réponses. Nous pourrons les prendre ultérieurement. Nous allons maintenant parler de la stratégie des eaux pluviales. Et c'est Daniel Baumgartner, directeur du projet pour différentes communes, dont celle de Zofing, où la stratégie a été développée. Il va nous en dire plus sur cette stratégie en se concentrant encore une fois notamment sur Zofing. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Comme cela a été dit, nous travaillons la stratégie communale des eaux pluviales, notamment à Zofing. C'est beaucoup de dire que la stratégie a été élaborée et encore moins mise en œuvre. Nous sommes au début de cette conception. Je vais reprendre là où Robin Broglie a terminé parce que nous savons qu'avec le changement climatique, les pluies intenses vont augmenter en fréquence et nous savons aussi que les périodes de sécheresse seront plus longues et qu'il y aura plus de journées de canicule à l'avenir. Si l'on prend maintenant les pluies intenses, pour voir ce que cela veut dire, on se rend compte que ces pluies torrentielles peuvent devenir un problème. Il y aura à ces moments-là trop d'eau. D'un autre côté, pendant la période de sécheresse, nous n'aurons pas assez d'eau. Nous aurons besoin de plus d'eau. Et cela notamment pour la végétation dans la ville de Zofing et sur les terrains. Donc, il faudra éviter une évaporation trop importante et assurer de l'ombre. Il faudra donc maîtriser le phénomène pour éviter des dommages et savoir retenir l'eau, stocker l'eau en prévision des jours de canicule. Ici, vous voyez l'approche que vous connaissez toutes et tous, je pense, c'est l'approche de la ville éponge, où vous avez des surfaces où nous souhaitons gérer de manière décentralisée les précipitations et réussir aussi dans les villes à retenir l'eau et pouvoir déverser ces pluies torrentielles dans certains endroits si les canalisations sont saturées et stocker ces volumes d'eau pour les utiliser en période de sécheresse. Ça signifie donc que le béton, tout le milieu bâti est un obstacle
Et il faut rendre donc les sols plus efficaces. Et ça a été mis en évidence dans le rapport sur la gestion des eaux pluviales. La proposition de cette stratégie des pluviales. Vous voyez ici sur ce graphique à droite les différents organes et les différents instruments qui ont été adoptés. À côté, vous voyez l'aménagement du territoire. L'échelon de la stratégie communale de gestion des eaux pluviales est proposé sous forme de stratégie, mais aussi de trait d'union en termes d'aménagement du territoire. De par sa fonction, elle se situe au niveau donc du plan directeur, c'est-à-dire à l'échelon stratégique conceptuel. Et elle doit aussi servir de base pour la planification de l'utilisation du sol et de la planification du territoire afin de parvenir à une gestion décentralisée des eaux pluviales en mettant en avant leurs avantages et pour que cela soit pris en compte dans tous ces instruments de planification. Les objectifs principaux visent une gestion des eaux pluviales holistique et une coordination entre les différents responsables de la planification et pour qu'il y ait un ancrage précoce de cette approche dans tous les instruments existants de l'aménagement du territoire et de la gestion des eaux. Alors, nous pensons que dans le cadre de cette stratégie, les communes sont des acteurs importants parce qu'elles adoptent à travers les instruments communaux, les PGE, règlements de construction, d'utilisation, etc., un rôle important. Et puis, il y a les services administratifs, les organes politiques existants qui prennent les décisions. Et puis, il y a des aspects supracommunaux parce que certaines choses dépassent les limites des différentes communes. Et là, il est nécessaire donc de viser une collaboration entre ces communes et elles peuvent donc ensemble parfois mettre en œuvre cette approche. La caractéristique importante de la SCOM-R, c'est la localisation spatiale des murs. Il s'agit de déterminer certains lieux, les modes de coordination. Et, du point de vue des processus, voilà ce que nous avons imaginé. Pour une analyse de la situation actuelle, tout commence par là. Ensuite, il s'agit de formuler des objectifs et constatant l'écart entre situation actuelle et visée, on doit en déduire des stratégies et les mesures à mettre en œuvre. Du point de vue de la thématique, donc c'est très vaste parce qu'il y a différentes utilisations qui doivent être coordonnées entre elles. Il est donc important de mettre en œuvre un processus participatif, coopératif et consultatif avec les instances responsables, les experts et les personnes concernées. Le pilote pour Zofang est ancré au sein d'un projet pilote du canton d'Argovie qui élabore actuellement une stratégie de la gestion des eaux pluviales. Nous avons pu participer à l'élaboration de ce projet avec des responsables aussi des cantons et autres acteurs supracantonaux. Un atelier a été lancé et ensuite des communes pilotes potentielles se sont réunies pour
examiner les objectifs et en juin de l'année dernière, une fois que le projet a été présenté, les communes ont pu décider si elles souhaitaient participer au projet pilote. Et début janvier de cette année, avec un atelier de lancement, nous avons réuni ces 3 communes pilotes, Cavendish et Zofing, pour qu'elles travaillent sur la situation spécifique de chacune d'entre elles. Et actuellement, nous rédigeons les cahiers des charges pour ces stratégies des communes pilotes. Nous avons déjà fait une analyse des données initiales et ces prochains mois, la stratégie sera élaborée dans son ensemble. Comme c'est un projet pilote, la compilation des conclusions et des recommandations qui constituera une étape cruciale afin d'en déduire une synthèse à mettre à disposition d'autres communes qui seraient intéressées par cette approche. Du point de vue thématique, nous avons essayé de définir les éléments que devrait contenir une telle stratégie communale. L'accent doit être mis sur la prévention des pluies intenses, à l'intérieur des milieux urbains, et il y a une marge de manœuvre auprès de chaque commune, en fait, pour déterminer les axes principaux de sa propre stratégie. Un aspect central relève des synergies parce que, comme vous l'avez vu, on touche à beaucoup d'aspects. Sur ce graphique à gauche, vous voyez les différents objectifs pouvant être visés. Et à droite, je cite le rapport de l'OFEP de 2022, où l'on voit, qui montre à quel point tous ces domaines sont liés les uns aux autres. Ça rend la chose encore plus complexe, mais c'est également une opportunité parce qu'avec une mesure, on peut réaliser différents objectifs. Alors, si on prend l'exemple de Zofing, dont nous avons déjà entendu parler, il y a ce ruisseau qui a été ouvert en fait après ce phénomène de 2017. Ça a déclenché toute une série de mesures pour rendre le milieu plus attrayant, pour végétaliser, pour améliorer la biodiversité autour donc de ce ruisseau. Ça signifie que des synergies ont déjà pu être exploitées avec le terrain de jeu. On n'a pas agi contre les pluies intenses, mais dans le cadre de précipitations moins importantes, tout s'écoule de manière plus ordonnée et cela nourrit la nappe phréatique. On aurait pu faire plus, planter plus d'arbres. On en a planté un, mais bon, un seulement. Alors, on aurait pu peut-être en faire plus, mais tout dépend des ressources parce que il ne s'agit pas seulement de planter, il faut aussi en prendre soin et il convient de définir des priorités. Et c'est le but d'une telle stratégie. On doit déterminer ce que l'on veut faire avec quelles mesures et quels moyens au vu des ressources disponibles. Un autre exemple, dans la première analyse des données, en effet, on a vu que les plans d'évacuation des eaux dataient de 2005 et ici, vous voyez aussi que des eaux qui viennent en fait d'ailleurs, et cela depuis longtemps, sont dans le milieu urbain de Zofing. Et tout cela arrivait en fait
s'était mélangé avec d'autres types d'eau et par exemple les fontaines recevaient de l'eau mixte. C'est dommage, mais c'est aussi contre la protection des eaux. Mais c'est un problème tout à fait typique qui nous a fait dire que nous devions changer cela et ces eaux tierces qui posent problème, elles représentent pourtant aussi une opportunité, une chance, car toute cette eau, en période de sécheresse à l'avenir, on pourrait l'utiliser. Et par exemple, pour l'arrosage des zones végétalisées, à Zofinck, la commune était ravie d'agir au niveau, par exemple, de cette fontaine autour de cet arbre. Il était bon de stocker l'eau supplémentaire pour prendre soin de cet arbre qui apporte de l'ombre et de la fraîcheur en période de canicule. Et nous avons, comme on l'a vu aussi, pris des mesures contre les phénomènes futurs de pluie torrentielle, potentiels, mais on veut aller encore un petit peu plus loin et adopter une approche holistique. Ici, vous voyez, aux limites de la ville, on a le courant d'eau qui s'appelle la Viker, qui va du sud au nord, et du sud vers l'ouest, vers le nord-ouest. Il y a des courants d'eau latéraux qui s'écoulent dans cette direction. La ligne entrétillée, comme ici par exemple, sont des courants d'eau souterrains. Donc on voit très bien que l'être humain a agi, a fait détourner la direction des cours d'eau, a modifié l'état naturel de ces cours d'eau. Et on revient à la stratégie de l'OFEV, on se rend compte que dans une telle structure urbaine, ici, la zone en violet qui forme une ligne qui s'étend, il y a des obstacles très clairs qui empêchent l'écoulement ordonné des eaux. Et maintenant, sur cette carte, on voit l'obstacle naturel. Quand on considère la topographie de l'écoulement, il faut tenir compte des voies d'eau, des corridors d'eau naturels, là où l'eau s'est écoulée pendant des siècles, ce qui a été modifié, interrompu dans ces corridors et ce que l'on pourrait faire. Faut-il construire de nouvelles zones de retenue ou de nouveaux corridors d'écoulement pour prévenir de nouveaux dommages? D'autres sujets qui sont à prendre en compte pour cette stratégie à Zofinck relèvent de la végétalisation des arbres, des zones vertes dans les lieux publics. Il s'agit de multiplier dans la commune. On a vu que certains projets se heurtaient au scepticisme des habitants parce que cela coûtait. Donc, il s'agissait de définir des priorités. Puis, bien sûr, il y a les cours d'eau eux-mêmes qui doivent être accessibles pour la population. La question se pose de comment améliorer aussi cet accès et dans le cadre du projet de protection contre les inondations, on voit que
limites de la ville, des mesures doivent aussi être prises. Il y a encore beaucoup d'autres points à prendre en compte dans le cadre de cette stratégie ASOFA, mais au bout du compte, il faut prendre en compte ces éléments dans tout projet de planification. Il faut assurer une coordination quand on développe des projets d'infrastructure. Et tout ça montre que c'est le moment idéal pour que la commune se dote d'une stratégie holistique en vue de la révision du plan directeur. Il y a aussi des priorités en termes de développement qu'il faut définir pour la population. Et puis, il y a le processus à venir de la vieille ville qui a démarré depuis un certain temps et qui s'accompagne d'un concept de chauffage urbain pour la vieille ville. Mais on verra si nous pouvons encore modifier quelque chose à ce processus. Voilà où nous en sommes avec notre projet. Nous sommes tributaires, bien sûr, de la coopération des experts, des autorités, des services qui participent à cette stratégie, mais nous avons vraiment hâte de découvrir quels seront les résultats de cette opération. Je terminer mon exposé, je suis à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. C'était un exposé très, très intéressant. Comme vous l'avez dit, ce n'est jamais simple parce qu'il y a tellement d'aspects à prendre en compte et puis il faut tenir compte aussi des ressources. Alors, que pouvez-vous nous dire quelle est la plus grande difficulté en général dans la mise en œuvre d'une telle stratégie? Est-ce que il faut des séries de données à réunir ou est-ce qu'on peut généralement appliquer cela par... Forderung ist sicher die thematische Breite. Wir sind ja alles, wir leben in einer stark Nous sommes tous donc dans un monde où on a des spécialités, chacun a son domaine de spécialisation, et donc personne n'est vraiment gère ou maîtrise tous ces domaines dans les détails. Et donc à qui il faut faire appel et avec qui on doit travailler vraiment en synergie, c'est certainement le défi le plus important pour aussi arriver à un résultat concret avec les ressources disponibles. Et puis, c'est quelque chose de nouveau. Il n'y a pas encore de procédure ou de manière de procéder standard et donc il faut en permanence être capable de s'adapter. C'est très intéressant. Ce n'est pas si facile que ça. Donc, tous ces groupes interdisciplinaires, de les réunir, de travailler ensemble et de finalement arriver à une conclusion commune. Donc, très souvent, là, on a parlé de ces pluies intenses, parce que c'est quand même le sujet du jour, mais on a également des auditeurs d'Allemagne, d'Autriche qui n'ont peut-être pas autant de chance par rapport aux précipitations qu'ils attendent. En Suisse, on est quand même gâtés parce que ces stratégies ont peut-être surtout leur utilité là où il y a beaucoup de précipitations. Ou est-ce que vous pensez qu'il faut aussi mettre en place des stratégies de ce type dans des zones plus sèches? Ben, on va essayer de comprendre. Pour l'instant, c'est un projet pilote. On verra quels seront vraiment les résultats concrets apportant une plus-value. Mais c'est vrai que ce n'est pas uniquement les pluies intenses qui sont un sujet important, mais aussi les canicules, les chaleurs et les sécheresses. Et pour relever tous ces défis-là, il faut que ces stratégies apportent une valeur ajoutée.
Et en effet, il faudrait peut-être aussi un organe séparé de planification. Peut-être c'est un processus de plan directeur dans lequel on peut intégrer ce type de manière de procéder. Mais ce qui est important, c'est de vraiment avoir ces réflexions interdisciplinaires globales afin que dans les planifications spécifiques de chaque secteur, on tienne compte d'une planification globale. Donc, c'est une sorte de travail préparatoire pour la mise en œuvre ultérieure de ces plans, c'est ça? Oui, oui. Stéphane, je peux peut-être interrompre parce qu'il y a une question sur le chat en français. Daniel. Auront à l'avenir l'obligation d'appliquer ce genre de stratégie. Also eine Pflicht, Regenwasserstrategien zu erarbeiten. Genau. Donc, est-ce qu'il y aura une obligation? Si jamais il y avait une telle obligation, ce ne sera pas nous ou notre équipe de projet qui mettra cette obligation en place. Pour l'instant, il n'y a pas d'obligation. Il n'y a rien de contraignant, même au niveau législatif. Il n'y a pas de base légale pour mettre en place une obligation. Mais ce n'est pas l'idée d'ailleurs d'avoir un instrument formel que nous souhaitons mettre en place qui aurait peut-être un côté contraignant pour le propriétaire. Mais c'est plutôt une stratégie grâce à laquelle une commune peut se fixer certains objectifs et où elle peut décider, où la commune peut décider elle-même à quel point elle veut que ce soit contraignant. Parce que quelque part, il faut quand même, quand on met en place une telle stratégie, faire en sorte à ce que ce soit mis en œuvre. Donc, après, pour pouvoir contraindre les propriétaires, il faudrait ancrer le projet dans ces plans d'affectation, d'utilisation sectorielle, etc. Et donc, ou même les plans d'évacuation des eaux. Et peut-être qu'à la fin, on va arriver à la conclusion que c'est utile. Peut-être même la Confédération pourrait ancrer tout cela. Mais pour l'instant, ce n'est pas prévu et ce n'est pas vraiment nécessaire pour pouvoir commencer et puis pour lancer les choses. Donc, il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Bien. Merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Donc, nous avons parlé de la situation à Sophinge, on a vu la solution, on a vu ce qui a été mis en place suite à ces événements extrêmes. Donc, on verra d'ici quelques années, on va revenir vers vous. Donc, on a beaucoup parlé de l'infrastructure bleue, mais on a un peu moins parlé de l'infrastructure verte. C'est pour cela que j'ai hâte d'entendre la prochaine présentation qui nous attend. Nous essayons dans notre institut d'impliquer les étudiants au plus proche de la pratique pour qu'ils soient vraiment préparés de manière optimale à leur vie professionnelle future. Et c'est comme cela que nous avons invité Sabrina Burkert. Elle faisait partie de notre groupe de recherche. Elle nous a soutenus avec différents projets concernant la ville épanche à Winterthur Zurich. Et maintenant, dans le cadre de son bachelor, elle travaille tout autour du sujet de la réduction des inondations ou la protection contre les crues, les inondations et la réduction de la chaleur. Donc, je passe la parole à Sabrina pour sa présentation. Merci beaucoup pour ton introduction, Stéphane. J'espère que vous me voyez et que vous arrivez à voir la présentation également. Oui, nous te voyons, nous t'entendons, Sabrina. Merci beaucoup. Donc, bienvenue aussi de mon côté. Alors, je vais vous présenter les choses suivantes concernant le sujet d'aujourd'hui. Donc, la situation de départ pour mon travail de bachelor, donc, qui portait sur la protection contre de potentiel pour des mesures de réduction de la chaleur à la
Aarstraße à Berne. D'abord, concernant ma propre personne, je m'appelle Sabrina Burkhardt, je suis au 6e semestre de la ZHW, donc la Haute École zurichoise des sciences appliquées. Donc, mon travail porte sur l'ingénierie de l'environnement, l'approfondissement des écosystèmes urbains. Moi, ce qui me concerne, j'ai vraiment été passionnée par la ville éponge. J'ai donc commencé avec une maturité gymnasiale et puis après, j'ai fait plusieurs stages pratiques. Donc, je suis en train de terminer mon travail de bachelor, protection contre les crues et la réduction de la chaleur. Donc, je prévois de remettre mon travail en janvier 2025. Maintenant, concernant l'emplacement de cette ville à Aarstraße. Donc, c'est le département du génie civil de la ville de Berne qui est mandataire. Vous voyez ici un extrait de la carte de Berne. Vous voyez l'environnement de cette route est situé dans le projet donc, de la protection des inondations. Là, on est au bord de l'Aar, entre le Bubenberg et puis la Matte. Donc là, pour vous orienter, là se trouve le palais fédéral. Et ici, vous avez le Münster, donc la cathédrale de Berne. Donc là, vous voyez en rouge le périmètre du projet. Il y a à peu près 493 mètres de longueur qui représentent. Pour que vous ayez une meilleure vision de cette route, vous voyez, j'ai une petite photo de Street View, Google Street View de l'année 2021. Là, à droite, vous voyez l'Aar. Il y a un trottoir au-dessus qui est donc en porte-à-faux au-dessus de l'eau. Là, en dessous du trottoir que vous voyez est de l'eau. Il n'y a pas d'ombre, donc l'été, il fait très, très chaud à cet endroit-là. Dans le contexte de mon bachelor, je dois tester plusieurs mesures. Donc, je dois vérifier concernant la réduction de la chaleur, de savoir si ces mesures sont utiles et si elles peuvent être mises en œuvre sur ce site. Donc, on vient de voir la photo de gauche et à droite, vous voyez une visualisation de la ville de Berne, ce à quoi devrait ressembler la ville à l'avenir. Dans le cadre donc de ce mur de protection contre les inondations, on prévoit de démolir ce trottoir et puis donc de réduire la largeur de la route. Donc, ce nouveau mur de protection des crues sera à peu près au niveau du bord du trottoir actuel. L'objectif est le suivant, c'est d'utiliser les synergies et en même temps, quand on fait donc ce mur de protection d'inondation, d'essayer d'avoir un endroit attrayant. On veut augmenter la qualité du séjour et on veut créer une promenade plutôt attrayante et agréable au bord de l'eau. Cela doit se faire grâce à la plantation d'arbres, en mettant en place des bancs, mais aussi en mettant l'accent sur la circulation piétonne et cyclique. Et comme je l'ai dit, ma mission dans ce contexte-là, c'est de tester plusieurs mesures de protection contre la chaleur et d'analyser si ces mesures sont pertinentes à cet endroit-là. Quelques exemples. Donc d'abord, par exemple, la végétalisation du mur, donc avec des nouveaux arbres, des surfaces perméables pour l'infiltration. Donc c'est intéressant, le périmètre est situé au bord de l'Aar, mais en même temps, il y a des défis qui sont liés à cela. Par exemple, les eaux souterraines, la nappe phréatique est relativement élevée. Et donc là, c'est en corrélation avec le niveau de l'eau. En bas à gauche, vous voyez un exemple de Wädenswil, justement avec cette nappe phréatique ou ce niveau des eaux souterraines très élevé. Pour cela, les racines n'ont pas d'oxygène et cela empêche les plantes de pousser. Et pour cette raison-là, il est important
d'agrandir l'espace pour les racines des arbres, notamment grâce à un substrat de construction qui permette cela. Vous avez peut-être déjà vu ce type d'image comme celui du milieu. Donc, dans les canalisations, vous voyez, il y a des racines qui se sont implantées et qui ont poussé dans les canalisations. C'est vraiment le cauchemar pour tout le monde. Alors, le plus pragmatique, ce serait de détourner les canalisations, mais dans les zones urbaines très densément bâties, ce n'est pas une option. Mais on pourrait également diriger les racines. Donc là, on a déjà les premiers tests. Alors là, on pourrait densifier les choses, on pourrait donner suffisamment d'espace aux racines pour les empêcher d'aller dans les canalisations. Et pour terminer, on est confronté à un défi qui est celui de permettre une meilleure perméabilité des sols pour éviter ce type de situation. Alors, est-ce qu'on va faire une chaussée? Est-ce qu'on va faire du pavage avec des pavots? Mais il faut aussi qu'on puisse en prêter, qu'on puisse circuler. Il y a le patrimoine, est-ce que c'est classé, etc. Et donc là, c'est vraiment tous ces paramètres dont je vais tenir compte pour mon bachelor. Je n'ai pas encore de solution terminée parce que je suis justement au plein milieu de l'analyse de la situation dans mon bachelor. Mais si vous êtes curieux de savoir ce que je vais trouver à la fin de mon travail, n'hésitez pas à vous adresser à moi. La présentation de ce travail et puis le jour où je vais défendre ce travail aura donc probablement lieu l'année prochaine. Si vous êtes fasciné également par le thème de la ville éponge et de toutes les mesures de réduction pour la chaleur, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par LinkedIn. Actuellement, je suis d'ailleurs à la recherche d'un travail à temps partiel intéressant aussi d'ici là. Donc, par ces mots, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sabrina, pour ce projet intéressant que tu nous as présenté. Ça a l'air très compliqué et très difficile, donc j'ai vraiment hâte de voir quel sera le résultat. Ce n'est pas si facile que ça d'intégrer des éléments verts dans une planification d'un aménagement. À Berne, on entend de plus en plus parler de la ville éponge. Il y a des premiers projets qui ont été mis en œuvre. Dans la pratique, tu as pu déjà avoir quelques aperçus, n'est-ce pas? Là, on a quelques scénarios d'avenir dont nous avons déjà parlé aujourd'hui. J'espère que toi, quand tu seras diplômée, fraîchement diplômée ou même en tant qu'étudiante, quand on entend ces chiffres, ces événements de fortes pluies qui augmentent ou alors des événements climatiques extrêmes, est-ce que cela inquiète? Est-ce que ça suscite des espoirs? À quoi tu t'attends d'ici 50 ans quand nous, on sera à la retraite peut-être? Est-ce que tu réfléchis à tout cela, à l'avenir? Est-ce que c'est quelque chose qui te donne de l'espoir, qui t'inquiète? Oui, je pense que tout le monde réfléchit à l'avenir. Et ceux qui font des études d'ingénierie écologique, on est quand même souvent confrontés à ces scénarios d'avenir potentiels et on discute beaucoup des approches, des solutions possibles. Alors moi, ce qui m'inquiète peut-être le plus, c'est la combinaison entre la mise en danger de la santé et puis l'augmentation de la chaleur. Donc, dans quelques années, je serai également à la retraite et puis je vais souffrir peut-être de la chaleur avec tous les problèmes de santé qui sont associés, c'est-à-dire tout ce qui est cardiovasculaire, circulation sanguine, etc. Et pour être un tout petit peu provocatrice, la chaleur tue, parce que lors des dernières canicules, on a constaté une corrélation entre la surmortalité et les vagues de chaleur. Mais malgré tout, je garde espoir parce qu'il y a beaucoup de personnes intelligentes qui travaillent à des solutions, qui mettent en place des nouveaux concepts.
par exemple, justement, l'événement du concept ville éponge qui est discuté depuis près de 10 ans maintenant, à peu près depuis 2013. Donc, cela me rend plutôt optimiste. Et je trouve c'est fascinant de justement pouvoir relever plusieurs défis en même temps grâce à ce concept. Mais on en a déjà parlé de manière assez détaillée aujourd'hui. Ouais, je suis ravie d'avoir entendu ta dernière réflexion, que tu gardes l'espoir, parce que moi, finalement, je suis un tout petit peu pareil. On va espérer que les esprits intelligents entre toutes les personnes impliquées, les étudiants futurs, diplômés, etc., j'espère qu'on pourra trouver des solutions. Bon, on a un tout petit peu dépassé le temps, mais avant de dire le mot de la fin, est-ce que Sylvia, tu veux reprendre la parole? Non, je voulais juste remercier certaines personnes. Alors Sabrina, il y a une question dans le chat, mais tu vas peut-être y répondre par écrit plus tard. Cela concerne ton travail, donc tu pourras peut-être faire un retour direct à la personne. Mais sinon, je vous remercie pour votre participation. Encore une fois, je fais un appel. Répondez au sondage, écrivez un commentaire concernant notre webinaire pour qu'on puisse améliorer encore davantage le concept. Merci beaucoup. Oui, les questions, vous pouvez continuer à les poser comme jusqu'à maintenant. On va essayer d'y répondre le plus possible. Là, maintenant, on va faire une petite perspective de ce qui nous attend. Donc, si vous n'êtes pas à la journée au séminaire de Augsbourg la semaine prochaine et qu'on se voit, ben là, on se verra peut-être au plus tard, le 30 avril à Lausanne. C'est là qu'on aura le prochain événement. D'ailleurs, nous avons préparé les slide avec les dates précises. Oui. Alors, le délai d'inscription est passé. Il ne manque pas de place, mais les présentations de la matinée seront enregistrées et mises à disposition par la suite. L'interprète n'entend plus. Je ne sais pas si ce n'est que moi. Ah. Vous avez vu, on a failli faire tout le séminaire sans problème technique, mais finalement pour la fin, voilà, je vais vous résumer tout cela. Parce qu'on avait un problème technique. Comme je l'ai dit, le délai d'inscription est passé. Ensuite, pour le prochain événement, le 11 mai, aura lieu le marché des spécialités chez nous à Wädenswil. Donc, il y aura plusieurs spécialités à vendre. Vous pouvez vous balader dans le jardin. Donc, si jamais vous n'avez pas encore de cadeaux pour la fête des mères, n'hésitez pas à venir sur le campus avec toute la famille. Vous êtes les bienvenus. Ensuite, le 15 mai, nous avons la journée Urbanisme et Vert. Donc, c'est Nathalie Baumann qui co-organise cela. Elle l'a déjà fait l'année dernière. Le sujet est le sol. C'est pareil. Les présentations spécialisées du matin seront à votre disposition, mais l'après-midi, il y a aussi une visite guidée très intéressante à laquelle vous pouvez participer. Puis le 30 mai, là, ça sera sur le sujet de l'infrastructure verte. Nous allons voir un peu la performance des arbres, etc. Donc, on verra si on peut vous montrer des choses sur place. Donc, notez cette date, le 30 mai, c'est le prochain webinaire qui aura lieu. Donc, sur les arbres et le substrat. De mon côté, merci beaucoup d'avoir participé. On a un tout petit peu modifié l'organisation. On a hâte d'avoir vos retours. Je vous remercie pour votre
attention et on se verra soit à Augsbourg, soit à Lausanne, soit au prochain webinaire. Donc, merci beaucoup et à très bientôt.